Bonjour et bienvenue sur le webinaire de Pluralsight sur l'esprit des microservices. On va attendre une minute ou deux. Il y a des gens qui se connectent, donc on va encore attendre une petite minute ou deux avant de commencer. Bon. Eh bien, je vous propose de commencer ce webinaire sur les microservices. Alors, quelques remarques d'ordre administratif. Vous avez en bas de l'écran la possibilité de chatter, donc d'écrire des commentaires, mais surtout de poser des questions. Donc, vous avez un autre petit onglet qui s'appelle Q&A, Question and Answer. Alors, moi, je vais plutôt me baser là-dessus, parce que c'est assez compliqué de faire une conférence et d'en même temps de surveiller le chat, qui peut être verbeux parfois. Donc, je vous propose de poser vos questions sur la petite fenêtre en bas à droite qui s'appelle Q&A et j'y répondrai à la fin. L'idée, c'est d'avoir un webinaire de 25-30 minutes sur les microservices et de laisser un peu de place aux questions. Donc, si vous avez une question durant le webinaire, écrivez-la sur cette petite fenêtre Q&A et j'y répondrai à la fin. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Alors, s'il y a un souci technique, si vous avez plus accès à internet, si le son est parti ou des choses comme ça, n'oubliez pas que c'est enregistré et disponible après. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer, mais s'il y a un problème technique, n'oubliez pas qu'il y a un backup. Voilà, donc bienvenue sur ce webinaire sur les microservices. Je m'appelle Antonio Goncalves. Je suis un Java champion. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, je baigne pas mal dans la plateforme Java, mais pas que, puisque je baigne aussi dans le monde du distribué. J'ai fait ma thèse à l'époque sur Corba. Donc, vous voyez, c'était vraiment les prémices de la distribution. Dans le monde Java, il y a eu toute la partie distribuée sur les composants distribués. J'ai activement travaillé sur les spécifications autour de ce modèle-là. Bien sûr, j'ai suivi la vague SOA et maintenant sur les microservices et sur tout ce qui est serverless. Voilà, donc je voulais vous faire ce séminaire sur que faut-il avoir en tête sur les microservices. Les microservices, tout le monde en parle, mais faut-il aller vers ce genre d'architecture? Et si oui, comment? Et si oui, quel sera le prix à payer? Donc, ce webinaire va se découper en une rapide définition de qu'est-ce que les microservices, pourquoi devez-vous vous intéresser aux microservices? Si cela vous intéresse, quelles sont les implications? Et si vraiment vous voulez aller au bout, comment migrer vers les microservices? Donc là, c'est plus sur des architectures monolithiques qui devraient être migrées sur des microservices. Et je résumerai en un slide ou deux les avantages et les inconvénients des microservices. Alors, commençons par une définition. Qu'est-ce que les microservices? Donc, c'est un
C'est un terme qui a été créé il y a plus de 10 ans maintenant par la société Southworks et qui est devenu un peu fourre-tout. C'est assez compliqué en fait de définir vraiment ce que c'est que des microservices. Une chose est sûre, c'est que c'est un ensemble de pratiques, un ensemble de patterns architecturaux. Ce n'est en aucun cas un framework qui fait des microservices. D'accord? Donc, il n'y a pas un outil sur étagère que vous achetez ou que vous utilisez et vous dites, voilà, je fais des microservices. Non, c'est vraiment un ensemble de pratiques, un ensemble de patterns. Je vous donnerai quelques références à la fin, des patterns métiers, des patterns techniques, des patterns de migration, etc. Mais c'est vraiment, vous faites des microservices lorsque vous utilisez un sous-ensemble de patterns et non pas un et un seul framework. C'est agnostique à la technologie. Moi, je vous ai dit, je viens du monde Java. Je fais des microservices Java, mais les premiers microservices étaient plutôt faits en JavaScript ou d'autres langages. Java est arrivé sur le tard de la course des microservices. Donc vraiment, on peut faire des microservices en différents langages, différentes technologies, différents frameworks. Ce qu'il faut garder en tête, et je conclurai aussi par ça, mais je veux que vous le gardiez un peu comme fil du webinar, c'est que les microservices ont été créés pour accélérer le développement, accélérer la testabilité, accélérer la mise en prod. Donc vraiment, il y a cette notion de plus c'est petit, plus ça va vite, et la scalabilité. D'accord? Quand on a des centaines, voire des milliers de microservices et qu'on monitore notre système, eh ben, on arrive à percevoir que ces microservices-là sont plus utilisés que les autres et donc on va plutôt scaler ici que là-bas. D'accord? Donc, c'est vraiment les deux gros avantages. Il y en a plein d'autres, mais c'est les deux gros avantages des microservices. Alors, si on prend la définition officielle des microservices, comme je vous disais, ça a été créé, ce terme-là a été créé il y a plus de 10 ans par la société Southworks. La définition officielle est un peu plus longue que celle-là, mais j'aime beaucoup celle-ci puisqu'elle vient aussi de Southworks par un ancien de Southworks, Sam Newman, qui a pas mal écrit sur les microservices. Et la définition est assez simple et complexe. Les microservices sont petits, autonomes, et ils travaillent ensemble. Alors, ce qu'il y a d'important dans cette définition, c'est la notion de taille, voilà, et microservices. Donc, on s'attend à avoir des choses de petite taille et des services autonomes qui travaillent ensemble. Alors, si je parle de la taille, micro, là, c'est compliqué. C'est la partie complexe des microservices puisqu'il n'y a pas une mesure universelle. On ne peut pas dire à partir de 1000 lignes de code, c'est grand et en dessous, c'est petit. Donc, on a du mal à dire ceci est un microservice et ceci ne l'est pas. Alors, la définition du micro, de la taille, elle est vraiment liée au métier. Donc, il y a cette phrase qui revient souvent, un microservice fait une seule chose. Bon, mais vous voyez que ça ne m'aide pas beaucoup plus, puisque sur un site de e-commerce, faire une chose, ça peut être créer une facture, mais en fait, créer une facture, ça peut être aussi divisé en calculer la TVA, générer le PDF, l'envoyer, etc. Donc, faire une seule chose, ce n'est pas non plus facile. Donc, il y a dans mon micro, l'idée, c'est d'avoir un ensemble de fonctionnalités métiers. Donc, le micro, c'est vraiment lié au métier, à tel point qu'il y a même un pattern qui s'appelle le bounded context. Donc, quelles sont les limites de mon contexte métier? Et à partir de là, je vais dire, ceci est un microservice.
Donc, l'idée, hein, c'est quand vous avez un projet, il faut donc identifier les sous-domaines métiers pour implémenter chaque sous-domaine par des microservices. Voilà, donc dans microservices, micro, c'est pas facile parce que c'est lié au métier. Après, service, c'est plus facile parce que c'est des composants déployables et indépendants. On fait ça depuis 50 ans. Ils interopent ensemble. Oui, j'ai une application, j'ai une base de données, c'est deux composants qui vivent leur vie et pourtant ils interagissent ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et ces services, ils communiquent à base de messages, synchrone, asynchrone, texte, binaire. Voilà, donc c'est vraiment, lorsqu'on prend le terme SOA, c'est une architecture orientée service. Alors maintenant, c'est un terme qu'on utilise moins parce que c'est très lié à SOAP. Et c'est vrai que les microservices aujourd'hui sont plus trop faits en SOAP. Mais une architecture orientée service, c'est une architecture microservice. Donc voilà, micro et service. Alors, j'aimerais venir à un exemple. Imaginons une application de e-commerce. Comment je l'architecturerais en un monolithe? Bon, ben déjà, il y a un domaine, un seul domaine métier, c'est une application de e-commerce. Voilà. Elle est souvent divisée en un front et un back. Il y a une interface graphique, une seule. Euh, il y a un modèle métier et un seul. Voilà. Et il y a une base de données et une seule. En microservices, si on veut faire ça avec des microservices, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, ah, j'ai eu un petit couac sur ma transition, excusez-moi. Donc, si on prend cette application de e-commerce et on dit que maintenant, on va l'architecturer en microservices, on va identifier les sous-domaines, c'est-à-dire que dans ce modèle métier, on va justement trouver les limites métiers. C'est la partie complexe, puisqu'on imagine que cette application de e-commerce, on peut la découper en 3, en 7, en 12, en 26. D'accord? Donc, il y a toute cette partie-là qui est complexe, mais l'idée, c'est de identifier des sous-domaines métiers. Donc là, je peux dire que j'ai un sous-domaine qui va gérer les utilisateurs de l'application e-commerce, tout ce qui est lié aux bons de commande, aux avoirs, aux factures et aux produits qu'on vend sur cette plateforme. Donc, on peut imaginer qu'on a créé 3 microservices à la place du monolithe. Et vous voyez que chaque microservice a son interface graphique, chaque microservice a sa base de données et chaque microservice utilise ses technologies. Je peux avoir un microservice écrit en Java, l'autre en .NET, un qui utilise une base Oracle, un autre qui utilise une base Mongo. D'accord? L'application est la même. C'est une application de e-commerce. Au lieu d'avoir un monolithe, on l'a divisé en 3. D'accord? Alors, pourquoi se dire, bah oui, j'ai mon monolithe et je vais le découper en 3, ou en 4, en 7, en 9? Alors, comme je vous le disais, il y a vraiment 2 raisons qui doivent vous faire imaginer aller dans ce parcours-là. Un des gros avantages des microservices, c'est le time to market. Et ça, c'est assez mathématique. Vous voyez un monolithe, si vous le divisez en 3, et si maintenant vous êtes responsable de 1/3 du code, 1/3 de la spécification, 1/3 des tests, vous imaginez bien que c'est plus petit. Et donc, au lieu de livrer 2 fois par an en prod, je peux livrer 1 fois par mois. Donc ça, c'est un des avantages des microservices, c'est que je vais, moi et mon équipe, me concentrer sur un petit bout de cette application. L'autre avantage, et j'en parlerai tout de suite après,
c'est qu'on va pouvoir scaler, mais pour des bonnes raisons. Bien sûr qu'on arrive à scaler 20 monolithes, mais rarement pour les bonnes raisons. Donc, j'en parlerai après. Alors, le time to market, comme je disais, c'est assez mathématique. Si vous prenez un monolithe, que ça soit en cycle en V, en agile, bah forcément, vous avez une expression de besoin. Vous imaginez bien que l'expression de besoin pour tout un site de e-commerce, c'est assez riche. On va faire des POC, on va donc architecturer et designer notre application. On va la développer. Vous imaginez le nombre de centaines de milliers de lignes de code pour toute cette application de e-commerce. Idem pour les tests. Et donc, la mise en prod est plus longue, forcément. Je monitore tout ça en production et je maintiens. Je viens de faire la mise en prod de la 1.0. Ensuite, ça sera la 1.1, 1.2, 2.1. D'accord? Bon, si cette application de e-commerce qui a besoin de toute une équipe pour les spécifications, toute une équipe pour le dev, toute une équipe pour le test et la prod, vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes en jeu. Si ce monolithe, je le découpe en 3 microservices, donc n'oubliez pas le contexte métier utilisateur, produit et bon de commande, eh bien, moi, maintenant, je me focalise sur un tiers, sur un petit bout de cette application. Bien sûr, je vais avoir des spécifications, du code, des tests, mais c'est plus petit. D'accord? Donc, voilà un peu les avantages du time to market. L'équipe est plus petite, il y a moins de code à taper, il y a moins de tests, ça va plus vite. D'accord? Donc, un des avantages, le time to market. L'autre avantage, c'est la scalabilité. Bien sûr qu'on peut scaler notre monolithe. On a notre binaire, on a besoin de scaler, et ben, soit on scale de manière verticale, plus de CPU, plus de RAM, donc on prend notre monolithe et on le met sur un gros serveur ou un très gros serveur, mais on peut aussi faire une scalabilité horizontale, c'est-à-dire que il a beau être gros, ce monolithe, je peux le dupliquer sur différentes machines. Mais c'est vrai que je suis obligé de tout scaler. C'est-à-dire que si dans ce monolithe, il y a un petit bout de code qui me prend 100% de CPU à un moment donné, parce qu'il y a peut-être un traitement batch, eh ben, je suis obligé de dupliquer tout ce monolithe uniquement parce que 10 minutes par jour, on prend 100% de CPU. Donc, c'est ce qu'on dit scaler pour des mauvaises raisons. Je scale tout uniquement pour un petit bout de code. En microservice, un des avantages de la scalabilité, c'est qu'on peut scaler chaque microservice selon les besoins. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire que le microservice utilisateur, on n'y touche pas, il n'a pas besoin d'être scalé, très très bien. Le microservice des bons de commande, bah lui, il fait beaucoup de traitements, donc il a besoin de CPU et de RAM. Mais pour le coup, le microservice des produits, lui, il a besoin de plus de machines. Donc là, on se rend compte que la même application de e-commerce, on l'a avant scalée pour des mauvaises raisons lorsque c'était vers monolithe. Maintenant, on l'a divisé en 3 et on peut comme ça, de manière chirurgicale, ou augmenter des serveurs, des machines d'un côté et la RAM de l'autre. Alors, si vous vous dites, bon, bah super, j'ai effectivement besoin d'aller plus vite dans mes mises en prod et j'ai des problèmes de scalabilité, je vais dans les microservices, il faut aussi faire attention à 2-3 petites choses. Alors, pareil, il y a plein de complexités autour des microservices. Je vais essayer de vous en montrer quelques-unes, mais les 2 plus grosses complexités,
C'est la complexité technique, c'est-à-dire que là, j'ai 3 microservices, chaque équipe est autonome, j'ai des technologies différentes. Un microservice est en Java avec une base de données Postgre, l'autre en .NET avec du Mongo. C'est-à-dire que la même application, cette application de e-commerce a différentes technologies et jamais je pourrais demander à quelqu'un, à un développeur de tout connaître. Il y a énormément de réseaux dans tout ça, c'est-à-dire que tous ces microservices doivent parler entre eux, les réseaux tombent, les nœuds disparaissent, apparaissent. Donc, il y a toute une complexité liée à la communication et au monitoring, bien sûr. Et surtout, tout ce qui est lié au métier est beaucoup plus technique. C'est-à-dire que cette application de e-commerce qui vend des objets en ligne, hein, c'est une et une seule application. Je vais la découper en 3, en 7, en 12. Je vais devoir découper le métier. Et je vais devoir faire pareil pour les bases de données. C'est-à-dire qu'il y a une base de données qui va porter des informations sur l'utilisateur. Mais vous imaginez bien que de l'autre côté, quand j'ai une autre base de données qui référence les factures, à un moment donné, les factures ont besoin de s'appuyer sur les utilisateurs qui viennent d'acheter des produits. Donc, il y a une complexité technique, mais il y a aussi une complexité en termes d'organisation des équipes. C'est-à-dire que chaque équipe est indépendante. Elle gère vraiment son microservice de tout en haut à tout en bas. Elle ne sait pas trop ce qui se passe sur les équipes à côté, puisque les équipes à côté vont exposer des contrats et chaque équipe va se baser sur les contrats des autres. Donc, chaque équipe est vraiment indépendante et elles mettent en prod à leur rythme. C'est-à-dire qu'il y a un microservice qui met en prod 4 fois par semaine et l'autre 2 fois par an. Et il faut que tout ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut de la synchronisation entre les équipes. Il n'y a pas un grand chef qui est responsable de toutes les équipes. C'est pas ça. Il faut que les équipes se synchronisent entre elles et on a plus besoin de facilitateurs plutôt que de grands chefs de projet. Donc, pour vous mettre ça un peu de manière un peu visuelle, imaginez nos 3 microservices. Chaque microservice a une équipe qui est indépendante avec du code en Java, en .NET, d'accord? Chaque équipe est responsable de tout en haut à tout en bas, c'est-à-dire de ses IHM, de ses services, de sa base de données. Et vous voyez là, il y a un microservice qui a une base de données relationnelle, d'autres documents, d'autres. Donc, chaque équipe prend la meilleure techno pour son use case. L'inconvénient, c'est que comme on est en train de parler d'une application de e-commerce, il faut que, mine de rien, tous ces composants graphiques soient homogènes et qui s'affichent bien et sur des écrans et sur des portables. Donc, vous voyez, c'est là où les équipes ont besoin de se synchroniser. Je ne peux pas avoir une équipe qui fait des composants bleus et l'autre rouge. Donc voilà, il n'y a pas vraiment un chef de projet qui gère la totalité de tous les projets. Là, imaginez, j'ai 3 microservices, mais si j'en ai 50, on est en train de parler de milliers de développeurs, etc. etc. Donc, l'idée, c'est que ces équipes doivent se synchroniser et pour les contrats qu'elles échangent, mais aussi pour la partie visuelle, etc. Ces interfaces, pour qu'elles accèdent à tous ces microservices, on passe par une gateway. Donc, c'est un pattern utilisé dans les microservices pour que chaque IHM ait un point de contact et pas 3 ou 12. D'accord? Donc, la gateway est importante. Ensuite, les microservices dialoguent entre eux. Alors, ils peuvent dialoguer soit à travers les bases de données, c'est-à-dire que les bases de données vont se répliquer, vont se mettre à jour, mais aussi et surtout par les services eux-mêmes. Donc, les services s'appellent l'entre eux.
de manière synchrone, de manière asynchrone, avec de l'HTTP, avec des messages, donc avec du Kafka, avec du JMS. Chaque microservice expose ses contrats aux autres services. Et vous voyez qu'on a du réseau partout. Et quand on a du réseau partout, eh ben souvent, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'il faut gérer la panne. Quand un service A appelle un service B, il sait qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, il y a la tolérance aux pannes. Il y a plein de patterns autour de la tolérance aux pannes que chaque microservice doit installer. Ensuite, il y a tout ce qui est authentification. Lorsque votre utilisateur s'authentifie sur la plateforme, vous ne voulez pas qu'il s'authentifie à chaque microservice. Donc, il y a une authentification unifiée, une autorisation. Et une fois qu'on s'authentifie sur la plateforme, il y a une notion de jeton. Et chaque microservice doit gérer ses jetons. C'est-à-dire que lorsque je m'authentifie, la plateforme qui authentifie vous remet un jeton et ce jeton va d'appel en appel et chaque microservice doit dire est-ce que ce jeton est valide, quelles sont les autorisations liées à ce jeton, etc. Vous voyez qu'on multiplie les process et les services et les messages synchrones, asynchrones, etc. Donc, il faut du monitoring. En fait, on a besoin de health check, c'est-à-dire qu'à un instant T, on doit savoir si tout le système fonctionne ou pas. Est-ce qu'il est up ou down? Est-ce qu'il baisse en performance ou est-ce qu'il va plus vite? Ou est-ce que je vais rajouter des nœuds, etc., etc. Donc, il y a tout un aspect monitoring à prendre en compte qui se surcomplexifie lorsqu'on augmente le nombre de services. Souvent, quand on en a partout, on déploie ça sur des serveurs physiques, sur des serveurs virtuels, sur le cloud, du cloud hybride, un peu en prémisse, un petit peu sur des clouds, un ou plusieurs clouds. Et donc, quand on se retrouve à devoir prendre tous ces services-là et à les déplacer à droite, à gauche, c'est là qu'on commence à créer des conteneurs autour de nos services parce que c'est plus simple à donc administrer. Si on a un service qui est en conteneur, on sait qu'on peut faire un start, un stop, sans savoir que dedans, c'est du Java, du .NET, du Python, une base de données. Donc, on va containeriser tout ça, et comme il y en a partout, les cerveaux humains étant limités, on a des orchestrateurs à la Kubernetes qui vont orchestrer tout ça pour nous. C'est-à-dire que Kubernetes va pouvoir dire, tiens, un service est tombé, j'en recrée un autre. Tiens, ce service-là est à 100% de CPU, j'en instancie d'autres, etc., etc. Et vous voyez que là, comme il y en a un petit peu partout, on ne sait plus s'il faut déployer le service A avant B, etc., etc. Donc, on met en place des plateformes d'intégration continue qui continuellement vont pouvoir déployer nos services, nos gateways, etc. Et je vous passe toute la partie réseau où là-dedans, il y a plein de firewalls, de switches et de routeurs qui eux aussi tombent en panne. Et vous imaginez bien que cette image-là ne fonctionne pas en production puisque le moindre service va être dupliqué. C'est-à-dire qu'on va avoir des clusters de gateway, des clusters de nos services, des clusters de brokers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une instance de gateway puisque tout le monde passe par là. Il faut qu'on ait plusieurs instances de gateway au cas où il y en ait une qui tombe en panne. Et bien sûr, il faut que tout ça se synchronise. Et comme tout ça, c'est complexe, on va avoir ce genre de déploiement sur des plateformes de test, sur des plateformes d'intégration où on intégrera des services externes jusqu'à la prod. Donc, vous voyez que quand on avait notre monolithe, c'était moins complexe, on avait moins de composants. Bien sûr, on a des routeurs, bien sûr, on a des choses comme ça, on a du monitoring, mais
on n'avait pas tant les problèmes réseau. Quand on appelait notre monolithe, il nous répondait. Là, lorsqu'on appelle un service, il peut répondre, mais comme il a besoin des autres services, ceux-là peuvent tomber en panne. Donc, voilà, hein, c'est pour ça que avant d'aller vers les microservices, il faut garder aussi cette complexité technique et la complexité organisationnelle. On parle beaucoup de DevOps aujourd'hui parce que vous voyez que là, la production est devenue hyper complexe et a besoin de travailler main dans la main avec les développeurs. Alors, en plus, si vous avez un monolithe et que vous vous dites vraiment, j'ai besoin de migrer vers les microservices, je sais que c'est complexe, mais j'ai vraiment besoin de ce time to market et de la scalabilité, comment vous vous y prenez? Il y a une recette et une seule. Vous achetez un livre qui s'appelle la migration et vous allez de la première page à la dernière page et ça va bien se passer. Non, vous imaginez bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il n'y a malheureusement pas des recettes miracles qui vont vous dire vous avez un monolithe et allez comme ça petit à petit et vous migrerez en microservices. Ce n'est pas comme ça, il y a différents enjeux à prendre en compte. Il y a la stratégie, comment vous pouvez migrer. Il y a le domaine métier. Plus le métier est complexe, plus la migration sera complexe. La technicité, est-ce que vous allez rester sur un langage, un seul, ou des bases de données différentes? Le déploiement, c'est-à-dire que votre production, vous allez solliciter votre prod et l'organisation. Donc, la stratégie, hein, comment vous allez migrer. Vous avez peut-être la chance de migrer from scratch. Je connais très peu de clients qui peuvent faire ça. Mais en gros, vous avez votre monolithe qui tourne et vous laissez votre monolithe de côté pendant 2 ans et vous réécrivez tout en microservices. Ça peut être une stratégie. Elle est compliquée à vendre. Vous pouvez soit découper le monolithe petit à petit, c'est-à-dire que vous gardez quand même le monolithe et vous découpez des bouts, mais vous pouvez aussi dire je ne touche pas à mon monolithe, j'y toucherai jamais. Mais par contre, les prochaines évolutions, je les ferai sous forme de microservices externes. Donc, vous pouvez décider de refactorer votre monolithe ou pas. Et là, il y a plein de patterns qui s'appellent les Strangler patterns. Comment vous partez de votre monolithe et vous le refactorez, soit en enlevant des petits bouts, soit en rajoutant les nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a pas mal de stratégies. Donc, quelles sont les stratégies que vous pouvez vous utiliser? Quelle est votre roadmap? Ensuite, il y a tout ce qui est métier. Alors pareil, il y a énormément de design patterns du DDD, le Domain Driven Design, qui vont vous aider justement à délimiter votre contexte métier. Donc tout ce qui est lié au métier est complexe. Les données sont stockées dans des bases de données qui doivent être indépendantes des unes des autres, qui souvent ont besoin de se synchroniser. Donc, imaginez, d'un côté, vous avez un Postgre, de l'autre côté, vous avez un MongoDB. Comment je synchronise ça? Et c'est vrai qu'on va passer rapidement d'un monde avec une consistance, c'est-à-dire que quand je fais un commit, la donnée est stockée et ça se passe bien, où là, on va être dans une consistance éventuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire des commits sur 3-4 bases. Je vais committer dans ma base de données à moi et je me dis qu'éventuellement, peut-être qu'un jour, la modification sera répliquée dans les autres bases de données. On espère que ça soit le plus court possible, mais ça peut être long et ça peut échouer. Donc, vous voyez, ça, c'est assez compliqué. La technologie, hein, c'est vraiment, les microservices ne sont pas liés à un langage. Vous pouvez utiliser le langage que vous voulez. Les messages qui s'échangent peuvent être de manière synchrone, asynchrone, de manière événementielle. On parle de programmation réactive, c'est-à-dire qu'on reçoit des messages et on réagit à ces messages-là. On est souvent sur des architectures stateless.
Les microservices ne gèrent pas d'état, car sinon c'est trop lourd. Et bien sûr, on a de la tolérance aux pannes. Le réseau tombe, donc il faut gérer ces pannes-là. Le déploiement, là, on est vraiment sur les patterns liés au DevOps. Vos développeurs et vos ops doivent travailler la main dans la main parce que on a plusieurs microservices avec beaucoup de contraintes techniques qu'on va déployer soit sur nos data centers à nous, soit un bout à l'extérieur. Votre prod et vos développeurs vont se retrouver sur votre chaîne de CI/CD. La configuration aussi, hein, la configuration, un microservice se configure à lui-même, mais quand on en a plusieurs qui interagissent entre eux, vous voyez que votre prod, elle, doit configurer la totalité de cette application. Donc, on centralise la configuration, on centralise aussi le monitoring, tout ce qui est health check et métrique. Et on parlait de l'organisation. Chaque équipe est indépendante. Elle vraiment, elle s'occupe de tout le microservice de tout en haut à tout en bas, de l'IHM à la base de données. Il faut qu'elle communique avec des équipes qu'elle ne connaît pas forcément, d'où les facilitateurs, hein, ce n'est pas des super chefs de projet. Et il y a plein de patterns aussi sur les pop-up teams. Comment vous faites tourner vos développeurs et vos ops d'équipe en équipe, avec toutes les complexités, avec les technologies qui diffèrent. Voilà, hein, donc si je résume, les microservices, les deux gros avantages, on va vers les microservices parce qu'on a besoin de mettre en prod plus vite et que le monolithe est très long à tester, très long à déployer, etc. Et parce qu'on veut scaler pour les bonnes raisons. Les inconvénients, c'est qu'on a vraiment de la complexité technique, que ce soit en développement, en test, en déploiement, en production, en réseau, et aussi une organisation humaine qui est à revoir. Voilà, donc je m'arrête là. Si vous voulez, j'ai un cours de 2 heures sur les microservices qui abordent tous ces design patterns sur Pluralsight. Donc, c'est vraiment vu de très, très haut. Hein. Une fois de plus, je ne parle pas de Java, je ne parle pas de .NET, mais j'évoque tous ces patterns-là. Et je me suis donc inspiré d'une littérature abondante. Il y a énormément de livres sur les microservices. On parle beaucoup du DDD, hein, le livre bleu, le Domain Design Driven d'Eric Evans, qui est un livre qui a plus de 15 ans et qui vraiment vous donne tous les patterns de migration, tous les patterns pour découper votre métier. Il y a le fameux Building Microservices de Sam Newman dont je parlais, qui est un très bon livre. Et après, tout en bas à droite, vous avez les microservices patterns de Chris Richardson aussi, qui est un très, très bon livre et qui parle de tous ces patterns-là. Voilà. Alors, pour la partie questions, je vois qu'il y a des questions sur la pop-up. Donc, je vais essayer de répondre aux questions. Bonjour, en prenant votre exemple, est-ce que découper en microservices implique d'avoir beaucoup de développeurs ou posé autrement, est-ce qu'une petite équipe 3-4 devs ne peut pas être perdue avec 3 microservices au lieu d'une application monolithe? Alors oui, la réponse est que si vous prenez un monolithe avec 4 développeurs et que vous le découpez, ce monolithe, en 3, vos 4 développeurs, déjà, il y a de fortes chances qu'ils restent sur les mêmes technos, alors que ce n'est peut-être pas une bonne idée. Il y a peut-être vraiment pour un microservice une base de données à prendre qui vous fera gagner de la performance. C'est-à-dire que si c'est les 3-4 mêmes devs qui vont découper en monolithe, ils vont plutôt rester sur leur technologie, sinon ça va vraiment être compliqué, ils vont devoir connaître des tas de langages, des tas de bases de données. Donc ils vont rester sur les mêmes technos, c'est pas toujours une bonne idée.
Parfois oui, hein, mais peut-être pas tout le temps. Donc, une fois de plus, c'est à gérer. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils vont devoir gérer la communication entre ces microservices. C'est-à-dire qu'ils vont découper le code en 3 petits bouts, mais ils vont passer quand même énormément de temps à gérer les appels entre ces 3 services. Donc, c'est très compliqué de dire, j'ai 4 développeurs pour un monolithe, je découpe en 3 et il reste que 4. Souvent, il en faut au moins 6 pour gérer la communication, pour gérer les tests d'intégration qui vont être beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que tester un microservice, c'est très, très simple, mais tester l'intégration avec les autres, c'est compliqué. Il va falloir exposer des contrats, donc ils vont devoir créer ces contrats-là. Ils vont devoir exposer du monitoring, exposer du health check. Donc, tout ça, ça fait beaucoup de boulot en plus. Donc, si vous voulez découper votre monolithe en microservices, il faut embaucher. J'espère que j'y ai répondu. Alors, une autre question, comment gérer efficacement la conversion des bases de données relationnelles? C'est le microservice responsable qui est converti. C'est une opération de maintenance avant de monter de version du microservice. La base de données, ce que je disais, hein, tout ce qui est lié en fait à la donnée, au métier, c'est ce qu'il y a de plus complexe. Découper un monolithe en, en sous-contexte métier, c'est compliqué. Et refactorer la base de données, c'est ultra complexe. C'est-à-dire que il y a pas mal de patterns, hein, mais vous allez garder votre base de données telle qu'elle. Vous pouvez dire mes 3 microservices tapent dans la même base de données, mais comme ils ont chacun leur base de données, c'est la base de données centrale qui petit à petit met à jour les petites bases de données. Et lorsque j'ai validé tout ça, alors je coupe les liens. Donc, vous voyez, il y a plein de patterns autour de la base de données parce que c'est compliqué. Et vous imaginez que si ma facture est gérée par un microservice et mon utilisateur est géré par un autre et que ma facture est liée à un utilisateur, quelle est la clé métier que je vais utiliser, comment, si mon utilisateur change d'adresse, comment je réplique sur ma facture, enfin bref. Il y a, et la montée de version, après, ça reste les problèmes de montée de version de la base de données, c'est-à-dire que votre code évolue. Et là, vous vous retrouvez en prod avec un microservice en version 1.1, 1.2, 1.3 parce que vous devez garder une compatibilité. La base de données, elle, a totalement évolué. Et vous vous retrouvez à maintenir des versions de base de données avec de la synchronisation. Tout ce qui est lié autour des bases de données, c'est vraiment très complexe et il y a plein de patterns là-dessus. Bonjour, d'après ce que vous avez expliqué, est-ce qu'une architecture microservice ne va pas multiplier les factures de manière significative pour les serveurs outils? Alors, oui. Oui. Après, il y a quand même, quand je vous disais le monolithe, il y a un petit bout de code qui prend beaucoup de CPU et je suis obligé de dupliquer la totalité du monolithe. Imaginez que ce soit le monolithe qui fasse tout, donc il a beaucoup de CPU, beaucoup de RAM, c'est-à-dire que vous allez devoir acheter un gros serveur avec beaucoup de CPU et beaucoup de RAM. C'est-à-dire que juste pour scaler votre monolithe, si vous avez des gros serveurs, beaucoup de RAM, beaucoup de CPU, la facture coûte cher. Quand on est dans les microservices où on peut monitorer et tailler au plus juste, voire faire du serverless, où là, vraiment, quand on fait du serverless, lorsque vous n'utilisez pas votre service, ça coûte zéro. Vous voyez, c'est là où on peut peut-être gagner et perdre. Le monitoring sera plus coûteux, c'est sûr. Si vous multipliez les bases de données, il y a du support sur différentes bases de données. Vous payez le support Mongo et Postgre, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'on va multiplier les outils, les serveurs, mais il y a quand même ce côté où on va scaler pour les bonnes raisons et payer uniquement ce dont on a besoin. Bonjour. Est-ce pertinent de passer au microservice pour une seule équipe?
Alors, pardon, excusez-moi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Déjà, si vous passez vos microservices, c'est que vous avez compris tous les avantages. Et si les microservices ont des réels avantages, alors il faut y aller. Pour une seule équipe, oui, pourquoi pas. Mais comme je vous disais, l'équipe va avoir tendance à grossir parce qu'elle va devoir faire beaucoup de tâches qu'elle ne faisait pas avant. Et comme c'est la même équipe, elle risque de rester sur ces mêmes technologies, ce qui peut avoir des avantages. Tout le monde connaît Java. Java se porte bien et pour faire de la facturation et pour faire du bon de commande, pourquoi pas. Et Postgre, c'est une superbe base de données et on l'utilise partout. Mais ça peut être aussi une mauvaise raison. On sait très très bien que pour gérer des documents, des factures, des bons de commande, il vaut mieux une base de données orientée documents. Vous voyez, donc il y a des petites choses comme ça. C'est-à-dire que si c'est pertinent de passer vos microservices et que vous avez bel et bien analysé tous les avantages et les inconvénients, et si c'est un avantage, il faut y aller. Il faut y aller avec cette équipe-là. Et pour une version 1, c'est peut-être pas mal, mais vous allez voir que l'équipe va commencer à faire beaucoup de tâches, vous allez embaucher, l'équipe va grossir, va commencer à se spécialiser sur des microservices et peut-être que automatiquement, au bout de quelques itérations, vous allez vous retrouver avec des équipes séparées. Bonjour, est-ce que le ratio migration-avantage du microservice est rapidement amorti financièrement parlant? Malheureusement, je vais dire ça va pas être rapide. C'est-à-dire que le coût de migration va être important. Vous allez passer beaucoup de temps avec vos utilisateurs pour bien comprendre le métier, pour bien le découper, avec vos ops qui vont avoir de la complexité en plus, avec votre équipe qui fait le CI et le CD. Donc, vous allez multiplier les serveurs, vous allez rentrer dans un nouveau monde, vous allez faire pas mal d'erreurs. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec des grosses factures en vous disant bah, flûte, on s'est planté, on n'a pas bien paramétré notre serveur pour que dans ce microservice-là, ils réduisent le nombre d'instances. C'est un nouveau monde qu'il faut appréhender. Vous allez peut-être aussi avoir besoin d'expertise sur certains points. Donc, c'est quelque chose qui va vous coûter à court terme. Mais qu'est-ce qui va se passer à long terme? Et ça, c'est peut-être moins quantifiable. C'est peut-être aussi le souci, c'est que bah, si vous dites qu'aujourd'hui, vous vous mettez en prod 2 fois par an et que grâce aux microservices, vous allez mettre en prod 4 fois par mois, bah, peut-être que c'est quantifiable ça. Et peut-être que ça doit entrer dans les bénéfices. Pas tant en termes d'euros, mais vraiment en tant que bénéfice. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. Donc, coûts et bénéfices, oui, mais pas toujours liés à l'argent. Vous pouvez aller en prod et comme vous pouvez scaler, bah, vous pouvez aller chercher d'autres marchés. D'accord? Donc, c'est des futurs clients que vous aurez, alors que, en fait, donc aujourd'hui, avec votre monolithe, vous ne pouvez pas aller vers tous ces clients-là. Et maintenant, vous savez que vous pouvez scaler, aller vers d'autres clients. Donc, effectivement, vous allez avoir un coût qui va être calculable rapidement. Vous allez embaucher des personnes du support, mais les bénéfices, certains vont être plus complexes à quantifier. Alors, dernière question. Pourriez-vous donner plus de détails sur la partie monitoring des différents microservices et un health check global? Comment déterminer et documenter toutes les dépendances entre les microservices? Alors, il y a cette notion de chaque microservice doit exposer ses contrats, doit exposer ses health checks, doit exposer ses métriques. Et là, coup de bol, on commence à avoir quelques standards. C'est-à-dire que si vous prenez un Prometheus, c'est un outil qui va s'attendre à un formalisme. Je ne sais plus comment s'appelle ce format, ben je me demande si c'est pas open format. Enfin bon, voilà, donc il existe des formalismes un peu standard où lorsque vous déployez votre service, votre outil de monitoring, automatiquement,
va introspecter votre microservice, tout ce qu'il expose, tous les points de health check et tous les points de métrique. Si votre outil est aveugle, c'est parce que votre microservice, ou il n'expose rien, ou il expose sous un formalisme qui n'est pas le bon. Mais vous voyez que tout ça, c'est vraiment en partenariat, les devs et les ops, parce que l'ops, tout ce qu'il peut dire, c'est votre health check est up ou down. Mais que signifie up ou down pour votre microservice à vous? Quand il est down, on imagine qu'il n'est pas là. Oui, mais quand il est up, il est là, d'accord, mais si la base de données n'est pas là, est-ce que votre microservice est up? Donc, vous voyez que votre ops, lui, il ne peut pas savoir ce que c'est qu'un bon health check. Il a la totalité du système est up ou down parce que chaque microservice va être up ou down. Mais la signification de up ou down pour chaque microservice est différente. Voyez, hein, donc quand on parle de DevOps, c'est vraiment les devs et les ops qui travaillent ensemble. Le développeur sait ce que signifie up ou down pour le microservice et l'ops, lui, c'est comment introspecter tout ça et gérer les up ou les down. Allez, une petite dernière et on arrête. Est-ce que les microservices en tant que concept n'auraient pas dû être implémentés directement par fonction serverless? Alors, le serverless, c'est vraiment le curseur poussé à l'extrême, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les monolithes à droite et le serverless à gauche, et les microservices vont être au milieu, avec d'autres patterns. Hein. On parle de monolithes structurés aussi. Hein. Le serverless, ça va vraiment être des problématiques de, si on veut caricaturer le serverless, on peut dire que c'est du scale from zero et scale to zero. C'est-à-dire que serverless, pourquoi? Parce que vous n'avez pas de serveur, ça vous coûte zéro. D'accord? Vous n'avez pas de facture, vous payez zéro, super. Pourquoi? Parce que c'est quand une requête arrive, que votre fonction est instanciée, elle travaille, elle répond, elle coûte de l'argent, et quand elle répond, au bout d'un certain temps, elle s'arrête et vous ne payez plus. Vous voyez bien que ce genre de traitement est efficace lorsque ce sont des traitements courts, avec des cycles de vie un peu particuliers quand même, avec des cycles de vie courts. Si vous avez un traitement batch, si vous devez envoyer 15 000 factures, vous voyez que tous ces traitements-là ne vont pas vraiment pouvoir être implémentés en serverless, puisque c'est des traitements qui vont être longs. Le serverless, l'avantage, c'est qu'il n'y a rien, ça vous coûte zéro, une requête arrive, le traitement est effectué, la réponse est rendue, le traitement s'arrête, ça coûte zéro. Donc, tout ne peut pas être implémenté en serverless. On a une architecture avec des monolithes, des microservices et des serverless. Tout ça cohabite ensemble. Les microservices, ça va être des choses des process qui sont là tout le temps, qui peuvent scaler up et down, généralement à partir de 2.3 et vers 2.3. 1, c'est un peu risqué parce qu'il peut tomber, alors que le serverless, c'est vraiment scale à partir de 0. Voilà. Merci beaucoup, merci pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a éclairé sur les microservices. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et comme je disais tout à l'heure, ce webinaire va être en ligne, donc vous pourrez le revoir. Et n'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à mon cours sur Pluralsight qui détaille tous les patterns liés à vos microservices en presque 2 heures. Voilà. Merci beaucoup et peut-être à la prochaine. Merci, au revoir.